Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous pour vous informer. Annabelle, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Laurent pour son premier livre, Les ours se cachent pour mourir, tout à l'heure en interview. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous, bien sûr, Antoine Duvignal, comment ça va ? Oh, bien sûr. Très bien, très bien. Tu veux que je te dise de quoi je vais parler ? Ah oui. Ah, je vais parler d'un sujet déjà bien refroidi qui s'appelle Benoît XVI. Ouais. Qui est Benoît XVI ? Oh, je sais pas, c'est un pape qui est passé par là, qui n'avait pas trop entré. Julien Ponte. Oui, Julien Pontes même. Ah, je sais. J'ai fait exprès, tu sais, pour une fois. Pontes, ouais. Julien, qui va à la messe tous les dimanches. Tous les dimanches. Tu vas nous parler foot ? Oui, on va parler du championnat de France de football avec une ambiance encore très chaleureuse pour les LGBT dans les stades de football. Et puis on va commencer à se demander qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour des supporters. Hein. Ouais. De l'amour, il sait ce que c'est que l'amour, notre ami Nicolas Rividi, bonsoir. Oui, de moins en moins quand même, Brahim. Bonsoir, chers auditeurs, et bonsoir à toi, cher Brahim. Ce soir, dans le plus de l'actu, l'homophobie tue, et ce n'est pas qu'un slogan. Lucas, 13 ans, mort. Merci, Nicolas. Et pour réaliser cette émission, nous sommes avec nous Nathan et Anatole. Bonsoir à tous les deux. Enchanté, Brahim. Bonsoir, Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Et toi, toujours ravi de te voir en face de nous. Ah oui, hein, et puis de toute façon, voilà. Hein. Dynamique. Dynamique, et puis surtout, il y a une très belle émission qui nous attend aussi. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Comment s'aimer en tant que gay en Afrique est un ouvrage qui vient de sortir. L'auteur s'appelle Ballet JJ. Né à Abidjan, il est gay et doctorant à l'université autonome de Madrid. Dans Livrez-vous, il est avec nous par téléphone. Bonsoir Ballet. Top chrono, c'est à toi et tu vas nous parler de ton livre. Comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonne année à vous tous. Ce livre, il est un trésor pour les gays africains qui vivent dans les lieux difficiles où il est difficile d'exprimer son orientation sexuelle. Il fournit des outils nécessaires pour apprendre à s'aimer. Dans l'ouvrage, j'affirme que l'homosexualité et la spiritualité sont compatibles. Je parle aussi de la sortie du placard. Je parle aussi de la prévention du VIH. Je parle de la PEP et du chemsex, qui est une réalité malheureuse pour les communautés africaines en Europe et qui aussi affecte les communautés gays africaines sur le continent africain. C'est une initiative panafricaine. Oui, les corrections ont été faites par IB du Sénégal, Manu du Tchad et Alain du Gabon. Il y a aussi beaucoup le support de l'ONG Gromo de la Côte d'Ivoire au travers de son président Brice Dibaï qui fait un travail superbe sur le terrain là-bas, qui réclamait le livre chaque fois pour pouvoir le mettre à la disposition de la communauté gay africaine. Il est disponible sur Amazon et bientôt en vente à Abidjan par le biais de l'ONG Gromo. On peut imaginer qu'il s'agit aussi de ton histoire. Tu parles de toi dans le livre ? Bien sûr, je parle de mon histoire et je parle surtout de ma sortie du placard, de la relation qui a été très tendue avec ma mère, qui n'a pas accepté pendant un bon moment mon orientation sexuelle. Donc, je donne quelques astuces pour ne pas perdre la relation avec les parents parce que pour nous, Africains, c'est primordial de garder sa relation avec sa famille. Donc, je parle de ça, je donne des astuces, et voilà, c'est mon histoire. Je parle de comment est-ce que j'ai pu continuer à être chrétien, continuer à prier, tout en acceptant mon orientation sexuelle. Donc, comment, en fait, naviguer entre mes différentes identités. Penses-tu qu'en Afrique, que l'homosexualité est encore vue comme une dépravation importée de l'Occident et que cette pratique est contre nature et un péché encore ? C'est vraiment de ça qu'il s'agit ? Oui, en effet, c'est encore vu. Et le citoyen lambda pense comme ça, même la personne qui n'est pas chrétienne pense comme ça, même la personne qui n'a pas fait d'études le pense.
Et ça, c'est partout, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Dakar, que ce soit à Maseru, que ce soit à Johannesburg, que ce soit à Cape Town, toutes ces villes africaines que j'ai visitées, où j'ai fait des petites enquêtes. Oui, tout à fait. Oui. Il est aussi constaté qu'un bon nombre important de gays ont été persécutés à cause de leur identité sexuelle, ce qui d'ailleurs, pour certains, les ont poussés à quitter leur propre pays pour demander l'asile hors de leur continent. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a beaucoup de gens qui partent. C'est d'ailleurs ton cas en ce qui te concerne ? Oui, il y a beaucoup de gens qui continuent à partir et ce n'est pas seulement par rapport à leur orientation sexuelle, mais il y a un besoin d'une vie meilleure au niveau financier, au niveau économique pour pouvoir supporter la famille parce qu'on ne peut pas parler de sexualité, d'orientation sexuelle sans parler de pouvoir économique, sans parler de pouvoir politique. Et tout ça, c'est lié. Foucault nous le dit très bien, que parler de la sexualité, c'est parler des différents pouvoirs. Donc, l'Africain gay qui voyage d'abord, c'est pas le cas pour tout le monde, mais la première chose, c'est comment aider sa famille, comment pouvoir être à l'aise financièrement. Donc, avant d'être homosexuel ou bien même être homosexuel et à la fois africain et vivre dans des conditions très difficiles, manque de travail, manque de conditions de vie adéquates, les hôpitaux sont vides, les salaires sont très bas et s'il y a du travail. Oui, ça n'a pas été mon cas particulièrement. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à cause de la guerre pour faire mes études à Londres et voilà. Alors, il y a des chiffres aussi qui démontrent que le nombre d'homosexuels agressés, voire jusqu'au meurtre, sont alarmants. Quels sont aujourd'hui les dispositifs et les protections que disposent les gouvernements africains face à ce fléau ? Écoutez, ça n'existe pas. On le sait tous. C'est un secret de polichinelle. Même ces pays où les lois favorables pour l'homosexualité, qui sont d'ailleurs à célébrer quand même. Mais le problème n'est pas pousser les gouvernements à accepter que les lois passent. Le problème, c'est l'éducation de la population. Voilà. C'est ce qui n'est pas encore fait, ce travail. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation, de la compréhension de ce que c'est que l'homosexualité d'abord. Est-ce qu'on est homosexuel ou bien c'est quelque chose qui s'apprend ? Il y a du travail à faire. Pour beaucoup, ils pensent toujours que c'est quelque chose qui s'apprend. Tu parlais tout à l'heure de VIH. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, bon nombre de personnes gays en Afrique meurent du VIH. Est-ce qu'ils sont souvent suffisamment informés sur la question du sida ? Comment se protéger ? Sont-ils plus touchés par cette maladie par rapport aux pays occidentaux, Écoutez, je pense que au plan général, oui, dans le sens que beaucoup de campagnes sont faites, mais malheureusement, ces campagnes ne ciblent pas les personnes des hommes qui ont des rapports avec les hommes ou les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Et quand les campagnes ne ciblent pas les personnes qu'il faut, évidemment, ces personnes n'entendent pas le message. Mais si vous allez, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire ou bien de Kinshasa, où j'étais, ou bien même à Dakar, quand il y a des panneaux publicitaires, c'est directement pour la population hétérosexuelle. Mais la vérité est que la population hétérosexuelle n'est pas forcément la population hétérosexuelle dans le vrai sens, parce que ces femmes ou ces hommes ont des rapports avec des femmes ou ces hommes ont des rapports avec d'autres hommes. Mais si le message ne leur parle pas directement, on s'en fout parce qu'on n'est pas concerné. Donc, voici un problème. C'est la raison pour laquelle il est important pour les communautés et les pays africains de reconnaître l'existence des minorités sexuelles. Tu parlais des chemsex tout à l'heure. Il fait aussi des ravages en Afrique. Pardon ? Le chemsex, tous ces produits psychoactifs, ça fait des ravages en Afrique. Oui. Écoutez, je sais pas, je suis d'Abidjan et on le dit en Côte d'Ivoire que s'il pleut à Paris, c'est qu'il goûte à Abidjan. C'est une manière de dire que tout ce qui se passe à Paris se passe à Abidjan. La communauté noire à Paris, gay, souffre du chemsex et rien n'est mis en disposition pour elle vraiment, comme on le trouve pour la communauté blanche. Il y a le racisme systémique qui est là, qui existe, et ça affecte aussi les communautés en Afrique. Donc, puisqu'on se déplace de Paris, on va en Afrique en vacances, on vient avec les produits et on partage cela à la population qui ne comprend pas vraiment le danger. Donc, je touche à ce sujet aussi, oui, dans le livre. Antoine ? Oui, je voulais juste te dire, ce sujet, ça me rappelle un livre que j'ai lu de Mohamed Bougassar qui s'appelle « De purs hommes ».
Et Mougassar, c'est lui qui avait eu le prix Goncourt avec la plus secrète mémoire des hommes. Et dans son livre de Purs Hommes, il parle parfaitement de ce qu'est vivre son homosexualité au Sénégal. C'est vraiment un très beau livre et qui vraiment est clair sur la façon et les difficultés, enfin pire que ça même. Merci pour cette référence. D'ailleurs, oui, la différence de mon livre, il est plutôt un point de développement personnel. Mais en effet, il a félicité cet auteur. J'ai l'autre livre qui a gagné le prix Goncourt qui m'a été offert par ma cousine chérie. Et c'est après que j'ai découvert que le même auteur a aussi écrit un livre queer aussi. Donc oui, vous avez totalement raison. Comment se développent les associations LGBT+ en Afrique? Est-ce qu'elles sont suffisamment visibles? Écoutez, le secret, c'était toujours de commencer en tant qu'organisation pour les droits de l'homme de manière générale et aussi pour le droit des personnes qui vivent avec le VIH. Mais il n'y a pas vraiment eu d'organisation ouvertement LGBT dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, oui. Par exemple, l'ONG Gros Mots d'Abidjan, je l'ai connue en tant qu'organisation LGBT. J'ai tout le temps travaillé dans l'Afrique anglophone et la première fois que j'ai travaillé, oui, aussi à Kinshasa, on a l'organisation Génialissime qui est une organisation LGBT. Mais à Abidjan, par exemple, j'ai simplement connu l'ONG Gros Mots. Donc oui, on a quand même des petits points positifs qu'il faut relever. Ils se battent pour pouvoir créer de la visibilité. Abidjan, Kinshasa, je pense qu'il y a un peu plus de liberté comparé à Dakar ou Banjul. Oui, donc il y a un mix, il y a la possibilité de voir cette visibilité et dans d'autres pays, il faut se cacher. Dernière petite question. Tu avais démarré donc l'émission en parlant de ta maman au niveau de la relation. Donc elle sait que tu es homosexuel. Comment elle a évolué cette relation? Est-ce que tu arrives à échanger avec elle ou ça reste encore un sujet tabou et où il y a beaucoup, je dirais, en gros, de respect vers l'un et l'autre, le fait de ne pas en parler parce que c'est jamais simple. Et la maman, c'est quand même un plus. Un garçon qui est gay, la relation avec la maman, elle est tellement, on va dire, privilégiée. Tu peux nous en dire deux mots? Bien sûr. Notre relation, elle est très bonne en ce moment. Le simple fait que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame. Quand on s'affirme gay, on veut que tout le monde autour de soi accepte notre sexualité directement. S'il y a un petit rejet ou un petit refus, on dit on ne m'aime pas. Des fois, nous-mêmes, ça nous prend 10 ans, 20 ans avant d'accepter notre sexualité et on n'est pas patient envers les autres. Donc, avec ma mère, j'ai utilisé la méthode de l'amour et de la patience. Et surtout, je lui ai fait savoir que je respectais son point de vue en tant qu'elle-même intellectuelle et moi aussi intellectuelle. On n'est pas obligé d'être d'accord sur l'homosexualité, le concept, tout ça. Mais surtout, je demande le respect, qu'elle me respecte et que je la respecte. Et oui, ça nous a beaucoup aidés. Voilà. Tu disais que tu étais bien sûr chrétien. Tout à l'heure, nous allons parler de Benoît XVI dans la chronique d'Antoine Duvignal. Un petit mot concernant ce pape qui nous a quittés. Ah, je ne savais même pas qu'il nous avait quittés. Hein. Non. Ah bon? Non, je ne savais pas. Et puis aussi, je ne suis pas catholique en fait. Je suis chrétien évangélique. Donc, je ne me focalise pas trop sur les nouvelles de l'Église catholique. Merci. Où on peut trouver ton livre? Le livre est disponible sur Amazon. Il sera disponible très très bientôt à Abidjan par le biais de l'organisation ONG Gros Mots qu'il faut contacter. Ils sont faciles à trouver sur Twitter, Instagram et Facebook. Gros Mots, c'est GROMO. Voilà. Et merci à tous nos amis africains qui nous écoutent, parce que là, sur Fréquence Paris Pluriel, le site internet de l'émission, donc ils se sont tous branchés pour nous écouter et t'entendre. Un petit salut à toutes et à tous. Hein. Merci et au plaisir pour le prochain livre, un de ces quatre. Oui, ce sera bientôt. Hommage à ma mère, c'est le titre du prochain livre. À bientôt, merci à toi. Au revoir. Homo Micro, l'invité du jour. Le second invité, c'est bien sûr Stéphanie Laurent, l'invitée de Annabelle Guiraud. Et oui, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Stéphanie Laurent pour son premier livre, Les ours se cachent pour mourir, aux éditions et des livres. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. On te remercie car tu as fait le déplacement spécialement de ta Normandie natale. Donc exact. Un grand merci. Alors, c'est un réseau social qui nous a fait nous rencontrer. Tu m'as raconté en quelques mots ton livre et ton histoire m'a touchée. Ton histoire, quelle est-elle? Tu habites en Normandie, mariée avec un homme avec qui tu partages ta vie depuis près de 25 ans. Ton mari est un ouvrier modèle qui ne recule pas devant le boulot, travaille, et qui le fait de la manière la plus consciencieuse. Et puis, un beau jour, bam, ton mari est victime d'un burn-out.
À travers ce premier livre de 96 pages, Les ours se cachent pour mourir, tu nous emmènes dans les méandres du burn-out, aux conséquences professionnelles, personnelles et familiales. Alors, dès les premières lignes, on est saisi par ton altruisme littéraire. Le narrateur de l'histoire, ton mari. Il est observateur et auteur de son livre via ta plume. Cela m'amène à te poser cette première question. Comment est venue l'idée de ce livre Témoignage ? Un besoin pour tous les deux ? Un besoin pour moi d'abord, par l'intermédiaire d'un médecin qui m'a demandé des antécédents, donc j'ai commencé à prendre des notes. Et puis je me suis dit à l'époque, mes enfants avaient 4 et 10 ans, je me suis dit si ça tourne mal, parce que le burn-out c'est aussi le suicide, l'AVC ou la crise cardiaque. Si ça tourne mal, qu'est-ce qui restera pour eux ? Parce qu'une petite de 4 ans, lui expliquer ça, c'est pas possible directement. On a utilisé des mots pour elle, mais je voulais qu'elle ait des mots pour plus tard. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit aussi, c'est tellement injuste et violent de voir son conjoint, qui est quelqu'un de consciencieux, être détruit par le travail. Et en plus d'être accusé, parce que la petite phrase « ce n'est pas forcément professionnel » d'un médecin, vient directement nous accuser, nous, la sphère familiale. Donc ça, je me suis dit, c'est pas possible. Ça, il faudra que j'en fasse quelque chose, parce que la violence, on la retourne contre soi, on la retourne contre les autres, ou on en fait autre chose. Donc voilà, les mots du médecin en me disant « prenez des notes pour moi », finalement, c'était pour nous tous et pour le livre. Donc le fait aussi de lire beaucoup, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de livres techniques, les livres de Daniel Linhart, de Christophe Dejour, qui a travaillé sur France Télécom beaucoup. C'est très technique. Et puis il y a des livres aussi du burn-out, j'ai envie de dire heureux, même si ça peut sembler bizarre, le cliché de l'ingénieur qui change complètement de domaine et qui se reconvertit artisan. Sauf qu'on oublie tous les gens qui se sont suicidés, qui sont morts, qui sont dans un état vraiment très difficile au niveau dépression, et ça dure sur des années. Donc je voulais donner le point de vue de la victime, de la personne, en oubliant presque l'entreprise. On s'en fiche qui c'est, parce que beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises, finalement fonctionnent toutes pareilles. Quand on lit des témoignages, on retrouve le même fonctionnement, les mêmes méandres d'une grosse boîte ou d'un gros service ou d'un service public. Voilà. Et les témoignages que je reçois via les réseaux sociaux confirment bien ce que je pensais. Donc un livre témoignage qui fait mémoire, et puis également un livre qui rassemble des preuves, contre l'injustice en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, revenons justement au burn-out. Ce terme, il date de fin des années 70, et il traduit un syndrome de surmenage professionnel. Il faudra attendre 40 ans, plus de 40 ans, 2019, pour que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaisse enfin le burn-out comme maladie professionnelle. Alors, on utilise souvent ce terme pour définir un état de surmenage intellectuel, une tension nerveuse, une dépréciation personnelle liée à du harcèlement. Selon toi, comment pourrait-on définir le burn-out à nos auditrices et nos auditeurs ? Un épuisement sévère, et je dirais un vieillissement accéléré. Tout d'un coup, on a l'impression d'avoir 90 ans, on ne sait plus marcher, on a du mal à respirer, on fait des malaises au niveau du cœur, parce que l'angoisse est tellement forte que ça devient très gênant. L'épuisement, il est arrivé par une goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire sur le coup, on ne s'en rend pas compte, on est sur un élan, on se sent fatigué, et la goutte qui fait déborder le vase, c'est comme un mur. Donc là, on se prend toute la fatigue, le barrage cède, et vraiment là, on est dans l'état d'épuisement très très fort. Manger, dormir, se laver, tout ça devient très difficile parce qu'on a plus d'énergie. Je prends l'exemple dans le livre d'une voiture qui fonctionnerait que sur la réserve. On ne pourrait pas utiliser le réservoir, imaginons qu'il soit percé. Imaginez faire un long trajet en mettant 5 litres de réserve et 5 litres de réserve et 5 litres de réserve. On n'en finit pas, on fait que de s'arrêter, se reposer, et c'est ce qui se passe dans le burn-out. On fait tout en pointillé, on est complètement cuit, pour reprendre une expression peut-être qui collerait plus au mot burn-out, mais voilà, ça correspond à ça. Alors, le burn-out peut frapper n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle personne qui travaille dans n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel poste, des femmes, des hommes, des profils gringalets comme des costauds, à l'instar de ton mari.
C'est ce message que tu as voulu aussi transmettre avec le titre de ton livre, « Les ours se cachent pour mourir ». Raconte-nous. Oui, les ours, parce que évidemment c'est quelqu'un qui a le gabarit de Sébastien Chabal. Et puis quand on est fatigué, on est un peu grognon. Donc voilà, nous on le taquinait un peu sur ce côté-là. Et c'est le côté gabarit. Les gens imaginent mal que quelqu'un qui est très musclé, qui en plus avait un travail très physique dans un atelier. Donc il ne s'agit pas de tenir un crayon, il s'agit vraiment d'efforts musculaires constants. Et les gens n'imaginent pas que cette personne-là, elle a plus de force, mais vraiment plus de force, à ne plus savoir marcher sur le bord de la plage, à ne plus savoir conduire, vraiment aucune force. Donc pour les gens, c'est très, très bizarre, entre guillemets, un colosse qui n'a plus de force. Voilà. Et il y a aussi un sentiment de honte, non ? Se cacher derrière. Oui, j'ai pris ce titre-là, c'est parce que quand on subit ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon, maintenant on commence à en parler un peu, mais souvent c'est une violence psychologique qui se déroule au sein d'une entreprise, mais c'est très très lent, très insidieux, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on fait un travail et puis il y a quelqu'un qui vient dire oui, bah c'est bon, c'était pas la peine d'en faire autant. Donc toutes ces petites phrases-là mises bout à bout sur des années, un service qui fait des efforts pour livrer quelque chose à temps, et finalement, le grand chef décide que bah non, en fait, on n'en avait pas besoin maintenant, c'est pas grave. Donc tous les efforts qu'on a faits sont réduits à néant. Et la personne ne voit pas toutes ces petites choses qui lui font réfléchir sur elle-même, alors que ça devrait faire réfléchir sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc on remet tout sur soi. Et c'est pour ça qu'on a honte, on se dit bah j'ai pas réussi, j'ai fait quelque chose de travers, et on prend la honte collective d'un fonctionnement d'une entreprise ou d'un service qui devrait fonctionner autrement. Cette honte-là, on la prend pour soi. Et le fait d'enchaîner sur une dépression, les gens ont beaucoup de clichés sur la dépression, donc on n'a plus envie que d'une chose, c'est de rester chez soi, de se cacher et de voir plus personne. On n'est plus en état de voir les gens, de parler. On n'a plus envie de se justifier parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de justification. Les gens posent des questions, des fois déplacées, des fois binaires, dans le sens ils veulent juste se rassurer que eux ils sont du côté de ceux qui vont bien. Et la personne, elle se renferme sur elle-même. Donc soit on a affaire à quelqu'un qui est bienveillant, qui nous aide, ou soit ça va très vite. C'est-à-dire les divorces. Mon conjoint, il a des collègues, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a un collègue qui rentre d'une humeur de chien. Si on n'a pas détecté qu'il s'agit du travail, on peut se dire c'est moi, c'est les enfants, et ça va très vite, quoi. Donc les gens meurent vraiment à la fin si on les laisse tout seuls, quoi. Alors justement, oui, ce sentiment de honte, donc ça donne, on se replie sur soi, on n'a pas confiance. C'est plein de sentiments, d'émotions que l'on a en soi, mais qui vont faire qu'on ne va pas guérir tout de suite. Ou on ne va pas guérir. C'est très très long. Ouais, c'est très long. D'autant plus quand j'ai remarqué aussi par rapport aux témoignages que j'ai reçus dans les réseaux sociaux, c'est que souvent ce sont des gens qui sont consciencieux, c'est sûr, et en plus des gens qui sont sensibles à l'injustice, qui sont sensibles au travail bien fait. Donc, ils sont souvent les premiers à dénoncer quelque chose, à pourquoi pas faire grève. Ils sont vraiment devant. Et si personne ne les suit, si on leur dit, je prends l'exemple d'un enfant hypersensible, on va assez vite lui dire « Oh, t'exagères, tu pleures, mais c'est rien ». Et finalement, je trouve que ce comportement-là, on le retrouve dans la sphère adulte. C'est pour ça aussi que j'ai pris des comparaisons avec le monde de l'enfance. Parce que quelqu'un qui grandit comme ça, quand il est dans son travail et qu'il a affaire à des personnes un peu qu'il manipule un peu sans qu'il s'en rende compte, il retourne ça contre lui, il se dit oui, c'est peut-être moi qui exagère, finalement c'est peut-être pas si grave. Donc ça enfonce le burn-out encore plus loin parce que la personne se remet en cause, elle. Parce qu'elle a été habituée à être remise en cause depuis longtemps, finalement. Et le monde du travail est quand même assez brutal, donc tout se retourne contre la personne. Très bien. Alors, on a parlé de la victime du burn-out, hein. Et il y a aussi des victimes collatérales, les membres du foyer familial. Comment cela s'est passé pour toi ? Comment es-tu parvenu à te protéger au cours de ces dernières années, sans être happé par le burn-out ou la dépression ?
où? Tu vas nous répondre. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en indépendante à mon domicile, donc ça m'a permis d'avoir toujours un œil sur mon conjoint et de voir ce qui se passait. Et j'ai beaucoup lu pour essayer d'anticiper les choses et de comprendre. Donc ça permet de limiter la casse, on va dire, même si c'est très difficile. Expliquer aussi beaucoup aux enfants, avec des mots adaptés à leur âge. Parce que les enfants, si on leur explique pas, ils se disent papa, ça va pas, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose qui va pas. Donc il faut essayer de trouver des mots neutres, bienveillants, surtout pas accuser, surtout pas juger, pour essayer de faire avancer les choses. Donc moi, c'était ma position. Il se trouve qu'après, j'ai travaillé pendant 2-3 ans là, dans le secteur de la petite enfance. Et là, ça a fait un renversement un petit peu parce que je pensais que ça allait mieux. Donc on allait pouvoir essayer de tourner un peu la page. Et au final, le fait de ne pas être à la maison et moi d'être chargée de travail parce que la petite enfance a été très sollicitée. Il y a peu de place. Il y a eu le Covid qui a ajouté des injonctions de travail supplémentaires et tout. Donc moi, finalement, j'arrive aussi, moi, en état d'épuisement professionnel parce que je suis en position d'aidante et en plus dans un métier très sollicité. Donc, aidante, c'est une chose, mais si on peut réduire ou avoir un travail moins important, c'est la position qui est quand même la moins dommageable, en tout cas, qui a été pour moi au début. Sinon, c'est un cercle vicieux. C'est ça. Alors, on a parlé des moments difficiles du burn-out. Aujourd'hui, comment va ton mari ? Alors, toujours beaucoup de cauchemars, beaucoup d'angoisse, toujours le cerveau en alerte, parce qu'il est en invalidité, clairement. Pour lui, ça a été très très loin. Donc, retrouver une vie normale... Là, par exemple, on est venu donc pour l'interview. On va mettre 3 jours à s'en remettre parce que la ville, le bruit, les gens partout, la nouveauté, tout ça, c'est beaucoup de choses à intégrer en une seule fois. Et en fait, il faut beaucoup de temps après pour que le cerveau redescende en pression. Décompresser. Voilà, et il faut beaucoup de temps pour reprendre une activité. Pour lui, c'est pas possible. Alors, je pense que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent se sont certainement retrouvés dans ton histoire, l'histoire de ton mari aussi. Et peux-tu nous dire où l'on peut acheter ton livre ? Peut-être même que tu as des dates de rencontres, des dates dédicaces. Alors, pas pour l'instant. Si éventuellement il y a des propositions, je veux bien. Le livre est disponible sur Edilivre en version numérique ou en version papier, sous une quinzaine de jours en général, mais vous pouvez aussi aller chez un petit libraire, par exemple, lui demander, le commander, et en général, ils le font bien volontiers. Merci Stéphanie d'avoir fait le déplacement, je le répète, de Normandie pour nous rejoindre en direct à Homo Micro pour nous présenter ton premier livre, Les ours se cachent pour mourir, aux éditions Edilivre. Ah, il y a une question. Deux petites questions. Oui. Juste une réaction, c'est pour remercier Stéphanie pour ses mots extrêmement justes. Parce que moi aussi j'ai vécu le burn-out et les mots que tu emploies me résonnent beaucoup dans mon expérience. Moi j'ai été voir le médecin qui m'a dit un jour que j'étais dans un état d'épuisement général et que j'étais HS. Donc j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, je ne savais pas du tout ce que c'était que le burn-out. J'ai compris que c'était extrêmement long. Il faut dire clairement qu'on prend pour 1 an, 2 ans d'incapacité à travailler, avec des angoisses quotidiennes, prostré pendant des semaines, des mois, etc. Tu as dit qu'on était cuit. Le burn-out, c'était être cuit. Je dirais que c'est être cramé. Oui. Tu vois, comme un moteur en fait, qui est non seulement même plus sur la réserve, mais qui est complètement brûlé, qui est en train de fumer. Et voilà, donc la voiture s'arrête net et on prend pour 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de honte, et c'est très bien que tu puisses en parler comme ça, parce que on ressent beaucoup de honte, on a un sentiment d'échec, et en parler comme tu le fais, je pense que c'est extrêmement important. Il faut de la prévention contre le burn-out, il faut de la médecine du travail, il faut tout un tas de choses pour prévenir ces catastrophes médicales. Merci à toi. Merci. Nicolas ? Oui, parce que tout est politique. Alors le témoignage effectivement est très intéressant et très éclairant. Et on est quand même dans une phase effectivement de mobilisation contre la réforme des retraites avec
cette logique de travailler plus, etc., qu'on nous présente finalement comme quelque chose de pas si grave. Et donc j'imagine que ça résonne particulièrement quand tu peux l'entendre à la télé ou autre. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Parce que finalement, ton témoignage, il nous démontre qu'on peut être décimé par le travail. Et que si on doit travailler 2 ans de plus, ben, ça augmente d'autant les chances d'être décimé par le travail. Oui, c'est le hamster dans la roue, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être à fond tout le temps, sauf que c'est pas possible. On a des vies qui changent, qui bougent, on a des enfants, on a des familles, voilà. On peut être militant dans des domaines qui sont autres que le travail et puis faire avancer des choses. On peut être bénévole, la vie n'est pas que le travail et on nous fait croire qu'il n'y a que ça. Et c'est faux. Merci Stéphanie Laurent pour ce témoignage. Les ours se cachent pour mourir aux éditions Eddy Livre. Un grand merci, vraiment. Merci à vous. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nous allons passer à la musique, Nathan. Tout à fait. Et cette fois-ci, en fait, pour la musique, j'ai surtout envie de vous parler d'un groupe qui me tient beaucoup à cœur récemment. Il s'agit d'un groupe qui, pour moi, m'intéresse particulièrement parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du groupe Emotional Oranges. Il faut savoir que c'est un groupe de R&B, et voire hip-hop aussi, californien, qui essaye de reproduire un peu une vibe des années 90. Ils se sont, en tout cas, le groupe s'est formé en 2017 à Los Angeles, quand A, qui est du coup un ingénieur du son pour Drake, notamment, et V, qui était la coach vocale de Adele, se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à une bat mitzvah, ce qui est assez original. Si on ne connaît pas vraiment leur vrai prénom, ils l'expliquent de cette manière-là. En toute honnêteté, on vient d'un endroit assez... on vient des endroits où on a juste envie de vivre une vie normale, en fait. On n'a pas envie de savoir nos prénoms, on n'a pas envie de savoir nos noms de famille. J'ai donc A qui parle, il dit qu'il a du coup tout simplement une fiancée, et il est même une petite amie qui est du coup... on va dire, proche d'un de ses amis et qui est aussi, en fait, ils ont le même groupe d'amis aussi avec du coup la coach vocaliste, donc qui est l'autre personne du groupe. Et du coup, en fait, ce qu'on sait, c'est que V, du coup, qui était la coach vocaliste, son ex, en fait, maintenant est avec A, et ils étaient, parce qu'en fait, forcément, ils étaient en couple, ils étaient en relation il n'y a pas très longtemps. Donc, ils sont aussi très ouverts à la cause LGBT, et c'est pour ça que du coup, ils en parlent aussi des fois dans leurs chansons. Et du coup, ils disent qu'ils veulent continuer à vivre cette vie normale où on les connaît juste sous leur nom de pseudo, A et V, même si du coup, ça n'a rien à voir avec le nom du groupe, parce que Emotional Oranges, du coup, pour la raison pour laquelle ils l'ont sorti, et la raison pour laquelle, en tout cas, ils ont trouvé ce nom de groupe, c'est tout simplement parce qu'il y a un moment, ils sont allés dans un endroit, je crois que c'est en Californie, il y a pas mal d'oranges aussi qui sont produites là-bas, et du coup, tout simplement, ils ont décidé de s'appeler Emotional Oranges parce qu'ils veulent reproduire une vibe qui n'existe plus depuis les années 90, et aussi le fait qu'ils veulent représenter la Californie à travers certains produits, notamment culturels et locaux, qui est notamment l'orange. C'est pour ça que du coup, on va écouter tout de suite un magnifique morceau d'eux qui s'appelle Bounce. On écoute ça tout de suite. Back in those days when we rode up in Escalades, hoping that you would notice me or something, and now you can imagine how far we come some days. Sunsets and dinners on me. 2 cups of the Douce, cuffed up as a new wave. Still fly all by myself, set trends of the bootleg. 2 cups of the Douce, cuffed up as a new wave. Still fly all by myself, set trends of the bootleg. I said bounce. I need cash in large amounts like woo. Make it count. I need cash in large amounts like woo. I said bounce. I need cash in large amounts like woo. Make it count. I need cash in large amounts like. I need cash in large amounts.
just light work. She took her time, went and broke out the box. Now they say around the neighborhood I'm gangsta. Straight from the 212, I ride on my side. I'm on my crazy shit, got bands on my mind. Bounce, bounce, I need you to bounce. All I hear is bitchin' and lying. Bounce, bounce, running your mouth. All I eat is Michelin stars and cause I've been pimping on the west side. Even though I ain't from the west side. Ain't no line to my past life. Yeah, I'm just trying to get my cash right. I said bounce. I need cash in large amounts like woo, make it count. I need cash in large amounts like woo. I said bounce. I need cash in large amounts like woo, make it count. I need cash in large amounts like woo. I need cash in large amounts. 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 Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit avec Antoine Duvignal, son billet d'humeur, Benoît XVI, la mort d'un pape homophobe. Oui, c'est agaçant, la mort d'un pape. Tous les médias ou presque se sont obligés de crier au saint homme. Les éloges pleuvent et avec eux, les discours convenus. Sans oublier bien sûr Le Figaro qui s'empresse de souligner que le pape François a parlé du bien-aimé pour Benoît XVI et qu'en moins d'une demi-journée après sa mort, 40 000 personnes s'étaient empressées de se recueillir devant sa dépouille. Voilà. Bon, on va mettre quelques points sur quelques i. Lorsqu'en avril 2005 sort du Vatican la petite fumée blanche annonçant l'élection d'un pape, au passage un mode bien archaïque, c'est une très mauvaise nouvelle pour Joseph Ratzinger, cardinal évêque d'Ostie, et une bien mauvaise nouvelle aussi pour le monde LGBTQI+. Si seulement ce nouveau pape, qui priait pour ne pas le devenir, avait fait comme Michel Piccoli dans le film de Nanni Moretti, Habemus Papam, et s'était échappé, nous aurions sans doute évité le pire. Passons sur la supposée adhésion forcée aux jeunesses hitlériennes en 1941. Quoique. Mais ne passons pas sur ce conservatisme nauséabond qui, pour se rallier les sympathies des intégristes, lui fait rétablir la messe traditionnelle en latin et annuler l'excommunication de 4 évêques intégristes qui tenaient des propos révisionnistes et négationnistes, des évêques fervents soutiens de Monseigneur Lefebvre, on s'en doute. Benoît XVI, c'est aussi celui qui géra si mal la dissimulation des scandales sexuels de l'Église. Archevêque de Munich, en 2001, il ordonne à tous ses évêques d'observer, entre guillemets, le secret papal, leur interdisant, sous peine de sanctions ecclésiastiques, de révéler au public et à la police les allégations d'abus sexuels qui surgissent de toutes parts. C'est tellement plus facile et moins compromettant de déplacer les prêtres pédophiles de paroisse en paroisse. Et le féminisme dans tout ça, on redoute le pire. Et le pire est bien là. Lorsque, sous son pontificat, se crée par exemple un groupe de religieuses dissidentes américaines, il leur reproche d'avoir, je cite, trop concentré leur travail sur la pauvreté et l'injustice économique, en gardant le silence sur l'avortement. Il accuse ses sœurs de promouvoir, je cite encore, certains thèmes féministes radicaux, incompatibles avec la foi catholique. Mais tout cela n'était que pour planter le décor et pour situer le personnage. Car là où il excelle, c'est tout de même dans sa condamnation publique et venimeuse des personnes LGBTQI+. Pape homophobe, Benoît XVI a été l'artisan assidu de l'homophobie d'Église. Il restera dans l'histoire un pontife ennemi de toute évolution de la doctrine catholique, mais dans son approche de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Alors que la plupart des pays occidentaux dépénalisent l'homosexualité, lui persiste à professer, au nom de l'Église catholique, que, je cite, « l'orientation homosexuelle est objectivement désordonnée et fait naître une préoccupation morale particulière ».
Son legs homophobe se construit en fait bien avant qu'il ne devienne pape, déjà en 1986, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire l'instance qui fixe l'interprétation officielle des textes. Le théologien Ratzinger écrit « Si seuls les actes peuvent représenter un grave péché, l'inclination elle-même doit être considérée comme objectivement désordonnée. » Ah bon? Désordonnée. Bon, c'est aussi un fournisseur intarissable d'arguments anti-gays. Il donne par exemple un bagage théorique à ces horribles et sinistres traitements pseudo-scientifiques que sont les thérapies de conversion. Au milieu des années 80, déjà marquées par la pandémie de sida et l'hécatombe qu'elle provoque, il continue à armer l'Église catholique contre toute avancée sociétale favorable aux droits des homos. Dans les années 90, le futur pape théorise que les homos doivent non seulement éviter de s'organiser pour exiger leurs droits, mais que leur discrimination est juste. Sa haine n'a aucune limite lorsqu'il écrit, je cite, « Ce n'est pas une discrimination injuste de tenir compte de l'orientation sexuelle, par exemple dans le placement ou l'adoption d'enfants, dans l'engagement d'instituteurs ou d'entraîneurs sportifs et dans le recrutement militaire. » Bon, on s'arrête là. Vous avez envie d'aller aux toilettes? Désolé, j'en ai encore dans ma besace. À partir de 2003, Rottweiler, un des surnoms affectueux qu'on lui a donnés, part en croisade contre la reconnaissance des unions de même sexe, appelant l'ensemble des catholiques à s'inviter dans ce débat. Partant toujours de sa théorie fumeuse des discriminations justes, il donne ainsi une véritable lettre de mission à la Manif pour tous. Il insiste. On ne peut donner aux unions homosexuelles des droits qui sont propres au mariage. Il faut s'y opposer de manière claire et invisible. Dans ses diatribes sermoniques anti-LGBTQI+, il déclare que l'égalité du mariage est une manipulation de la nature et que le mariage pour tous menace la paix dans le monde. Devenu pape en 2005, sur le sujet du VIH et du sida, il s'attire les foudres non seulement de tout esprit sensé et humaniste, mais aussi celles de nombreux catholiques lorsqu'il déclare, je cite, « On ne peut pas régler le problème du sida avec la distribution de préservatifs. Leur utilisation aggrave le problème. » Pour ce dogmatique hors sol, la solution, mais c'est bien sûr l'abstinence, la fidélité. Pourquoi tant d'acharnement, pourrait-on se demander? Mais dans un conservatisme absolu, Benoît XVI se contente de redire la tradition multimillénaire de l'Église, à savoir la sexualité est ordonnée à la fécondité et à la vie maritale. Toute autre sexualité est une atteinte à la religion catholique. Rottweiler ne supporte pas la normalisation de l'homosexualité. Son homophobie relève d'une obsession que certains n'ont pas hésité à corréler avec une homophilie interne au clergé catholique. Le sociologue Frédéric Martel, dans son livre enquête Sodoma, va encore plus loin en émettant l'hypothèse d'une homophobie assumée afin de contrer sa propre homophilie, c'est-à-dire son homosexualité non pratiquante et refoulée. S'il n'avait pas été prêtre, il aurait été homosexuel, nous dit-il. Sans doute peut-on au moins lui reconnaître une forme d'honnêteté intellectuelle dans la mesure où la chasteté qu'il impose aux autres est celle qu'il s'est imposée à lui-même au prix d'une lutte déchirante. J'en ai bavé, vous allez en baver aussi. On sait pourtant qu'il a vécu jusqu'à sa mort avec son fidèle secrétaire, l'archevêque George Ganswen. Sans doute un couple platonique. Sur ce point au moins, les voix de Benoît XVI resteront impénétrables. Il consacra ses dernières années à la prière. C'était peut-être son acte de contrition. Merci Antoine. Nous n'allons pas pouvoir malheureusement débattre et échanger sur ce sujet qui est vraiment important. C'est bien dommage. Puisque encore 3 interventions et on enchaîne tout de suite avec le plus de l'actu. Nicolas, ce soir, on revient avec toi sur le décès du jeune Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé alors qu'il était victime de harcèlement scolaire en raison de son homosexualité. Oui, Brahim, sa photo a fait le tour du web. Gel dans les cheveux, lunettes cerclées, sourire discret et regard gentil. Aujourd'hui, ses yeux ne regardent plus que le néant. Un voile les a ternis
désormais, les accordant de fait avec la pâleur du teint et l'inertie du corps. On le trouva, un linge enserré autour de son cou, retenant encore le futur gisant disloqué. Comme une marionnette à l'abandon, la statistique est implacable. Les personnes LGBTQI+, se suicident 4 fois plus que le reste de la population. Qui n'a jamais envisagé d'ailleurs l'idée que l'étreinte froide d'un tissu étouffant ne puisse pas être plus douce et secourable que la chaleur galvaudée des relations humaines? D'humanité, il n'y a pas dans l'histoire de Lucas, il n'y a que des réflexes primaires de survie dans une meute jeune, donc automatiquement vue comme non dangereuse. L'émerveillement débile voué aux enfants par des adultes inconséquents est le premier nœud serré autour de la gorge de ce jeune garçon. Par je ne sais quelle martingale, les enfants ou les adolescents sont systématiquement perçus comme non dangereux, comme si leur âge les dispensait du pire. Pourtant, les exemples sont légion. Des gamins qui, à l'occasion d'une rixe ou on ne sait quelle altercation initiée pour un motif futile, prolongent leurs bras d'un couteau ou d'une barre de fer qui va sans entrave s'encastrer dans le corps de leur voisin de palier. Que les péteux bourgeois ne s'extraient pas de cette description en s'imaginant que je ne vise que les banlieues. La violence n'est pas une question de lieu, c'est une question de temporalité, j'y reviendrai. Ce qui dédouane les enfants de toutes les conneries qu'ils peuvent faire, y compris les plus graves, c'est qu'on les considère finalement comme suffisamment débiles pour être irresponsables de leurs actes. En cela, il est évident qu'ils obéissent au modèle qui leur est imposé par les adultes, les entourant, et auquel, je le reconnais, il est dur d'échapper. Dans cette histoire, les adultes se sont d'ailleurs empressés de dire qu'ils avaient tout fait, et presque plus, pas assez visiblement, puisque Lucas, 13 ans, est mort. Les faits de harcèlement avaient pourtant été rapportés, des réunions avaient été organisées, des actions de sensibilisation avaient même été entreprises. Celles et ceux qui connaissent les interventions en milieu scolaire vous diront que nombre d'élèves n'ont aucun problème à sortir les pires horreurs durant ces séances. Si leur efficacité comme traitement de fond semble être prouvée, les organiser comme un one-shot en désespoir de cause ne sert en général pas à grand-chose. Mais qu'importe, tétanisé à l'idée d'une sanction, le personnel de l'établissement s'est empressé de se dédouaner, comme mes profs de PS d'ailleurs, qui semblaient ne pas comprendre que le fait que je sois systématiquement choisi en dernier par mes camarades pour la composition des équipes était un problème, et qu'ils ne voyaient pas non plus d'inconvénient à m'assigner les places de remplaçants sur la touche. Nous sommes nombreux et nombreuses dans ce cas. Et que dire des cours d'histoire ou de français qui ne portent qu'une vision hétérosexuelle hégémonique, gommant, masquant ou même réécrivant ce que fut notre place dans la lente succession des faits importants de l'histoire. Que dire aussi des administratifs zélés qui s'entêtent à mégenrer les élèves trans? Que dire encore de toute cette voie hiérarchique qui s'entête, là encore, à penser qu'il n'y a aucun problème? Le harcèlement scolaire est déjà une plaie largement étudiée. Quand l'homophobie s'y ajoute, il n'y a aucune raison de penser que les choses iront mieux. N'y a-t-il personne dans ce foutu pays pour comprendre que le danger est bien réel? Quand un gamin est harcelé par ses camarades, par défaut, même avec peu d'informations, l'éducation nationale devrait considérer que la situation est grave. Elle devrait mettre en place des mesures d'éloignement des suspects, fussent-ils les enfants bourgeois, du pote de squash ou de course à pied. Aujourd'hui, les personnes qui sont mises à l'abri, dans le cas de l'affaire Lucas, ce sont les élèves harceleurs identifiés, enjoints de rester chez eux pour leur propre sécurité. Eux sont toujours en vie, Lucas, non. Eux ont encore le luxe de pouvoir être en danger. Personne n'ignore comment finissent les histoires de harcèlement scolaire. Celles et ceux qui aujourd'hui feignent la surprise craignent surtout la justice. Il n'y a pas d'imprévu, des gamins meurent sous le regard détourné d'adultes consentants. Comment ne pas voir le monde par les yeux étincelants de Lucas encore vivant? Comment ne pas sentir tout le poids de ce rejet qui, s'il a pu être quelquefois surmonté, a été partie intégrante de nos vies? Cette temporalité est le fil qui nous inscrit dans cette violence. Aucune personne LGBTQI+, ne peut prétendre y avoir échappé. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que chacun l'expérimentera à sa propre façon. La première fois que j'ai compris que j'étais homosexuel, c'était surtout dans le regard gêné de mes camarades de collège, avant même que je le sache moi-même. Plus tard, les sobriquets, les regards méprisants et mes réactions faites de coups de pied et de coups de poing, non seulement pour faire taire et pour démontrer. Mais démontrer quoi finalement? Que j'échappais aux stéréotypes imposés? Que serait-il advenu de moi sans cette violence salvatrice que j'ai aussi imposée aux autres? Il s'en est sans doute fallu de peu pour que, comme beaucoup, je pendouille au barreau de mon lit surélevé. Très vite,
Le bal des hypocrites a imposé sa chorégraphie médiatique. Les droitards de feu la manif pour tous sont venus pleurnicher sur la dépouille encore fumante de l'inverti étranglé. Mort au PD, entendait-on en marge des cortèges de 2013 où se pressaient les égarés de la présidentielle de l'année précédente. Bras dessus, bras dessous, avec les représentants de toutes les religions, raclant la merde idéologique la plus pure pour nous l'acheter à la gueule en nous offrant le sourire carnassier du prédateur en rut. C'est le double nœud de la pendaison de Lucas. L'argumentaire n'a pas changé. À peine né, Lucas était déjà condamné. Les Pécresse, les Ciotti, les Vauquier, en passant par tout ce que compte ce pays comme bigot homophobe, pour toutes et tous, ont forcément ressenti le dernier souffle de ce gamin. Même notre mort n'échappe finalement pas aux homophobes. On se flingue avec les moyens qu'ils utilisent d'ordinaire pour nous assassiner. L'enfant désormais silencieux repose sous la somme de nos faiblesses et de notre mutisme. Je me prends à espérer qu'il sera le dernier et que plus jamais je ne parlerai d'un gamin de 13 ans, mort, assassiné par l'homophobie. Merci Nicolas, merci pour cette chronique et cet hommage en même temps. Il est toujours question d'homophobie avec Julien. Tu es le porte-parole du collectif rouge direct contre l'homophobie dans le football. On a suivi avec toi le mondial au Qatar, ce mondial au cours duquel le football français n'a vraiment pas été à la hauteur des autres nations européennes en ce qui concerne la lutte contre l'homophobie. On se souvient que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, s'était même vanté dans la presse d'avoir été l'un des leaders pour l'interdiction du brassard One Love contre les discriminations. Alors, que s'est-il passé depuis la fin du mondial au Qatar, Julien ? Eh bien, Brahim, depuis la fin du mondial, les instances du foot français ont malheureusement continué à sombrer avec un capitaine de Titanic nommé Noël Le Graët. On est triste. Pas pour lui, non, mais pour le foot populaire, le foot amateur, pour les 2 millions de licenciés de la FFF, parmi lesquels 1 million de jeunes qui méritent vraiment mieux que ça. Alors, petit rappel des faits, c'était le 8 janvier dernier, en direct sur RMC. Noël Le Graët déclare, je cite, qu'il n'en a rien à secouer de Zidane et qu'il ne le prendrait même pas au téléphone. Scandale national, on apprend que le président de la République lui-même a été, je cite, heurté et déçu par les propos de Noël Le Graët. Alors attention, faut être précis, Emmanuel Macron a été heurté et déçu par les propos de Le Graët sur Zidane. Pas par les propos de Le Graët qui déclarait qu'il n'y a pas de racisme dans le football en France, non, ni par les propos et consignes données par Le Graët sur France Info de ne pas arrêter les matchs en cas d'homophobie. On écoute Noël Le Graët, c'était fin 2019. Arrêter des matchs ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs ? C'est une erreur. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Noël Le Graët, vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chant ou de slogan homophobe dans les tribunes, dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Alors, quand on entend ça, on a vraiment envie de dire que, décidément, le Père Noël est une ordure. Bref, l'histoire retiendra que l'intouchable président de la FFF est tombé pour avoir manqué de respect à Monsieur Zidane, et pas, hélas, en raison des mises en accusation à son encontre pour harcèlement et outrage sexiste, pas pour sa négation du racisme ou de l'homophobie. Et alors qu'on ne nous dise pas que l'affaire Zidane a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non. C'est juste qu'en France, tu touches pas à Zidane, point final. En revanche, si tu t'en fous de l'homophobie, du racisme, du sexisme, alors là, pas de souci, tu peux le dire ouvertement à la radio. Et à 80 balais, tu seras même réélu dans un fauteuil Eversteel, bien sûr, à 73% à la tête de la FFF, comme l'a été Noël Le Graët en 2021. Et ça en dit long sur l'état actuel Julien, du foot tu français. as évoqué l'indifférence des instances de football français par rapport à l'homophobie. Il se trouve que l'avant-dernière journée du championnat a été marquée par des propos homophobes dans les stades lors de 3 matchs au moins. La ministre des Sports s'en est mêlée. Les organisations de lutte contre l'homophobie ont exprimé leur colère, comme toi pour le collectif Rouge Direct, ou encore Jean-Baptiste Montarnier, le président de l'association des supporters LGBT de l'équipe de France, qui avait justement rencontré la ministre, décidément, lors du mondial au Qatar. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? En fait, Brahim, l'homophobie est en roue libre dans le championnat de France de football. Et là, ce n'est plus la Fédération française de football qui est en cause, mais la Ligue de football professionnelle. Alors, pour expliquer rapidement les choses, la FFF, elle est responsable du football amateur et de l'équipe de France. Et c'est la Ligue de football professionnel, la LFP, qui est responsable de l'organisation du championnat de France
de foot professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, une responsabilité qu'elle partage avec les 20 clubs de Ligue 1 et les 20 clubs de Ligue 2. Alors, si des actes homophobes ou racistes ont lieu dans les stades, alors la LFP doit réunir sa commission de discipline et sanctionner les clubs, le cas échéant. Les sanctions consistent en amende, fermeture de tribunes de stade, de matchs à huis clos, de retrait de points, etc. Bref, les sanctions sont graduées en fonction de la gravité des faits, mais aussi en fonction des efforts du club pour prévenir les problèmes, car il faut individualiser les sanctions pour qu'elles soient justes. Et attention, là on parle de sanctions disciplinaires en application du règlement de la LFP. Mais bien entendu, il y a aussi la voie judiciaire et la possibilité pour la LFP ou les clubs concernés de porter plainte pour des actes punis par la loi, comme l'injure homophobe par exemple. Donc, lors de cette fameuse 19e journée de championnat de France, on a eu droit à des Paris, on t'encule de la part des supporters de Rennes, c'est tout à fait charmant. Alors, précision, on nous répond souvent que enculer, c'est pas une injure homophobe, vu que c'est une pratique qui concerne aussi les femmes, enfin les plus chanceuses d'entre elles. Mais bizarrement, on est quand même un certain nombre à trouver que dire enculé à un homme, c'est un peu différent qu'à une femme, c'est même carrément homophobe. Pourquoi ? Parce que par définition, la sodomie entre hommes fait référence à l'homosexualité. Et donc, traiter un homme, un footballeur ou un arbitre d'enculé, c'est une injure homophobe, point barre, tout simplement. Bon. Donc maintenant, on prend la direction du Sud lors de cette même journée de championnat. On a eu droit à des banderoles très fraîches de la part des supporters de Montpellier contre leurs propres joueurs, lors du match contre Nantes. Et vu qu'il s'agissait de les injurier et de les blesser, de les rabaisser, évidemment, on a sorti le registre homophobe. Donc je cite ces banderoles: bande de tapettes, allez tous vous faire enculer. Tiens, ça va encore enculer. Décidément, c'est freudien leur fixation là sur la sodomie entre hommes. Ça devrait peut-être les interroger. Bref. Indignation légitime de la ministre des Sports sur Twitter, ouverture d'une enquête judiciaire par le procureur de la République de Montpellier, plainte de nos amis de Stop Homophobie à Somous et Adéos, et une sanction de la LFP qui aurait eu l'air quand même assez conne de ne pas sanctionner Montpellier alors que tout le monde avait les yeux braqués sur elle. Bon. Mais il y a eu encore plus grave, et ça a été bien passé sous silence. Oui, lors de cette même journée de championnat, et cette fois-ci au stade Vélodrome, contre Lorient, on a entendu ce chant habituel, malheureusement, des supporters de Marseille, ici dans sa version contre les Lyonnais. On écoute. Donc ce chant que nous signalons depuis 2015 quand même, ne pose tellement pas de problème à la LFP et à l'OM que tiens, allez, on vous offre gratuitement la version contre les Parisiens. Ça date d'octobre 2021. On l'écoute. Voilà, il y en a un paquet d'autres comme ça. Donc le service juridique de la LICRA, partenaire de la LFP, nous a indiqué que ce chant relève pénalement de la provocation à la haine et de l'appel au meurtre en raison de l'orientation sexuelle. C'est très grave. Mais rien de la part de la ministre des Sports, rien de la part de la LFP, et pas un mot non plus de condamnation de la part de l'OM, alors que l'équipe de Montpellier avait condamné les banderoles homophobes. Et rien de rien, ni sanction disciplinaire, ni signalement à la justice, ni plainte. L'OM est au-dessus des règlements, au-dessus des lois. C'est un scandale et j'ai dénoncé dans SoFoot la fumisterie de la LFP dans la lutte contre l'homophobie dans le football. Ça a valu au collectif Rouge Direct d'être agressé sur Twitter par l'avocat de l'Association nationale des supporters, qui a en revanche salué l'action de la LFP et des associations LGBT partenaires de la LFP. Alors là, franchement, quand on est une association censée lutter contre l'homophobie dans le football et qu'on reçoit le soutien de cette association de supporters, alors là, vraiment, on devrait se poser des questions. C'est pas compliqué chez moi, on appelle ça recevoir le baiser de la mort. Bon. Donc aujourd'hui, le football français est dans une situation de blocage et l'homophobie s'y enquiste dangereusement.
Et il y a de quoi être en colère. Quand on voit par exemple que la fédération et la ligue anglaise, dans le même temps, mènent depuis des années une politique de tolérance zéro contre l'homophobie dans le foot, et qu'elles viennent même d'interdire le chant homophobe Rent Boy. Et les clubs anglais ont aussi fait pleuvoir ces dernières années des sanctions contre des supporters homophobes, et ils les ont interdits de stade parfois pendant plusieurs années. Résultat de ce beau travail de tolérance zéro, 2 footballeurs pro britanniques ont pu faire leur coming out l'an dernier, à savoir l'anglais Jake Daniels, 17 ans, et l'écossais Xander Murray, 32 ans. Alors, ici en France, quand on voit ça, on a le droit d'être très très en colère face à ce décrochage du football hexagonal dans la lutte contre l'homophobie. Nous avons même le devoir d'exiger, nous aussi, une tolérance zéro contre l'homophobie dans le football en France. Nous en avons le devoir parce que l'homophobie tue. Le suicide de Lucas, collégien de 13 ans, mort de l'homophobie, l'a rappelé très douloureusement il y a quelques jours. Et des Lucas, il y en a des milliers à Marseille, il y en a des dizaines de milliers partout en France. Et des Lucas, il y en a même dans les stades de football ou devant les matchs de foot à la télé qui entendent chanter qu'il faut les tuer, en toute impunité. Alors, à ceux pour qui l'homophobie fait partie du folklore du football, sachez que des Lucas vous entendent, que des Lucas vous écoutent, et que vos chants homophobes résonnent peut-être dans leur tête au moment où ils se passent la corde au cou. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette riche émission avec Anne-Catherine Mesure, programmatrice des images homo, qui nous présente le 15e festival de films LGBTQI+, de Toulouse et sa région. En attendant de vous retrouver pour le prochain podcast, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Bonjour. Donc Diam, c'est le festival des images homo, c'est un festival de cinéma LGBTQIA+, qui a lieu à Toulouse du 27 janvier au 5 février, et ensuite dans les régions Occitanie et 2 départements aussi en région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, du 6 février au 28 février. Voilà, donc c'est un festival où on projette 22 courts-métrages, 9 documentaires et 15 longs-métrages. Et où on remet des prix du public et un prix du jury, et un jury étudiant aussi. Alors ce festival est né en 2007, il a été créé par Laure et Jacques, qui sont les cofondateurs. En 2007, c'est né dans une association qui s'appelait Arc-en-Ciel Toulouse-Occitanie, qui a disparu depuis 15 jours officiellement. Et donc c'était une grosse association qui avait différentes commissions, et ensuite ils ont quelques années plus tard, comme ça avait pris une certaine importance et qu'ils ont senti la nécessité de créer une association un peu plus indépendante pour aller chercher ses financements et puis pour recruter ses propres bénévoles. Donc ils ont créé l'association Diam, qui porte le même nom que le festival, donc des images homo. Et pourquoi ils ont fait ce festival ? Parce qu'en 2007 les cinémas LGBT étaient quasi inexistants à la télé et dans les cinémas. Il y avait très peu d'œuvres qui parlaient des LGBT, et quand il y en avait, c'était souvent une caricature dévalorisante. Et donc Laure et Jacques ont voulu donner de la visibilité aux personnes LGBT dans la culture, dans le cinéma, parce que c'est important dans une démocratie d'être visible aussi dans ces secteurs-là, et donner de l'accessibilité aux œuvres qui évoquaient des thématiques LGBT, QA+. Et ça permet aussi du coup d'avoir un regard interne. Alors c'est un événement qui est local évidemment, hein, sur Toulouse, régional, puisqu'on est aussi sur 11 départements en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Pour ce qui est de la programmation, elle est internationale. On a des œuvres qui viennent d'un peu partout. En plus à Toulouse, comme on est très tourné quand même vers l'Espagne, on regarde aussi ce qui passe dans les festivals de cinéma espagnols, et quand des œuvres nous plaisent, on les traduit nous-mêmes et on les sous-titre. Et puis comme l'Espagne est elle-même connectée au monde latino-américain, forcément on a aussi pas mal d'œuvres qui viennent d'Amérique latine, sachant que c'est un continent qui produit énormément de cinéma LGBT. Et donc voilà, donc on se permet d'aller voir ailleurs. Et par exemple, cette année, on est très ému de projeter un court-métrage qui vient d'Iran et qui a été tourné par des Kurdes, dans la partie kurde justement, sur l'intersexuation, donc un court-métrage clandestin là-bas. Et quand ils nous ont envoyé un mail très émouvant,
qui nous évoquaient leur désir de liberté et de pouvoir produire ce qu'ils voulaient en échappant à la censure. Ça nous a semblé complètement prioritaire de projeter leur court-métrage, qui en plus est de bonne qualité. Et ça, on l'avait décidé au mois de juin, et l'actualité nous a rattrapés, puisqu'à l'automne, on a vu la jeunesse iranienne, et notamment kurde, se révolter contre le régime dictatorial là-bas. Donc on se sent pleinement connecté aussi à l'actualité dans le monde et aux difficultés que peuvent rencontrer les LGBT, que ce soit en France et à l'extérieur. Alors, sur cette 16e édition, on a voulu remettre l'accent sur la convivialité. On sort quand même de 2 ans de Covid où le festival a été aussi impacté, puisqu'on a eu plein de restrictions et on a même passé de longs mois avec les cinémas fermés. Donc on a voulu remettre de la convivialité, des spectacles. Il y a 3 spectacles qui sont proposés à l'ouverture, le 27 janvier, avec un spectacle breton. Le lendemain, le 28 janvier, avec une chanteuse, une slameuse toulousaine, Aurore Chevalier. Et le 4 février, avec un show de drag king. Et là encore, on a fait ce pari-là des drag kings parce que il est actuellement très à la mode de voir des drag queens, et on veut toujours pareil, montrer la diversité interne et pas se faire rattraper ou récupérer ou banaliser. Donc on projette 4 courts-métrages sur des drag queens, et on complète avec un show drag king pour donner un peu la visibilité et de la parole à tout le monde. Et ensuite, on fait venir 12 artistes, réalisateurs ou écrivains, pour rencontrer le public et dialoguer, échanger. Il y a aussi les associations partenaires qui interviennent. Alors les autres acteurs de cet événement, c'est tous nos partenaires. Donc sur Toulouse, il y a notamment un autre festival qui est un peu notre grand frère, qui est le festival de ciné latino sur l'Amérique latine. Et donc du coup, qui va venir éclairer de leur regard sur le cinéma latino par rapport au film Désert privé, qui passe au Pathé Wilson. Ensuite, on a de nombreux partenariats avec notamment une association de cinéphiles qui s'appelle Cinéphilae, et qui a un gros réseau de cinéma en région Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et en mettant en commun nos 2 réseaux, c'est comme ça qu'on arrive à être sur 11 départements, avec 30 salles et 11 départements en région. Donc. Et ensuite, pour la partie régionale aussi, ce qui est très très important, c'est toutes les associations locales LGBT. On peut penser à Alerte dans l'Aveyron, à l'Une et l'autre dans l'Ariège, à Etche Homo dans le Lot-et-Garonne, à Arcolan dans les Pyrénées-Atlantiques, à LGBT 66 dans les Pyrénées catalane et orientale, et bien sûr Rainbow Screen, Queer Quercy 82, donc bref, toutes ces associations-là nous permettent et Diversité Pastel, j'ai oublié, dans le Tarn, nous permettent de faire accompagner les projections d'échanges et d'une présence qui permet au public de pouvoir poser des questions sur l'œuvre ou tout simplement sur ces thématiques-là. Et quand il n'y a pas d'association LGBT locale, on travaille aussi avec Amnesty International et le planning familial, par exemple pour le département du Gers. Et quand il n'y a vraiment pas d'autre solution possible, on se déplace et on vient aussi animer les discussions avec le public et offrir un petit verre de l'amitié. Ça nous semble important en tout cas que sur ces thématiques-là, la possibilité de dialoguer soit toujours présente et enrichisse une projection. Voilà. Alors les retours qu'on a pu voir sur bien sûr on fait ça parce qu'on veut l'égalité des droits, on veut que stoppe la discrimination et les LGBTQI-phobies. On veut aussi on s'est aperçu tous
on a grandi, pour toute la génération qui a 40 ou plus, dans un monde où on était complètement invisibilisé, et on s'est aperçu à quel point la culture et le cinéma sont des repères importants. Donc, quand on fait ça, c'est aussi pour que quelqu'un qui soit isolé dans un territoire éloigné d'associations LGBT puisse aussi, à travers un film, trouver des fois un déclic ou des réponses à ses propres questionnements. Aussi montrer que des choses sont possibles, la différence existe et elle est possible. Et après, dans la partie régionale, on s'est aperçu qu'on a un public, autant à Toulouse, c'est un public très LGBT, autant sur la partie régionale, c'est un public qui vient aussi pour une offre culturelle, hein, et pas forcément à la recherche de cette thématique-là. Et donc ça amène des échanges qui sont très différents de la partie toulousaine, avec des fois des découvertes d'inégalités que le public ne soupçonnait pas. Donc ça permet d'avoir un côté un peu plus pédagogique. Et puis la jeunesse, bien évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour être au contact d'une certaine jeunesse, pendant le festival, mais aussi en dehors de festival, en proposant par exemple des projections dans des établissements scolaires ou dans des quartiers discriminés, des quartiers prioritaires, pour que le cinéma soit le média qui amène la discussion. Et en général, on a quand même des retours plutôt pertinents et qui nous encouragent à poursuivre sur ce chemin. Alors, le festival se veut vraiment inclusif. Donc depuis déjà 4 ans, on a une démarche où dès qu'on peut, on fait de la VSM, ce qu'on appelle la version sourde et malentendante. Donc c'est du sous-titrage particulier qui permet au public sourd à la fois d'avoir les dialogues, évidemment, mais aussi les bruitages qui sont autour, une porte qui claque, une voiture, en fait, ce qu'ils ne peuvent pas entendre, mais que nous on comprend. Et donc ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension de l'œuvre et de la scène. Et donc c'est grâce à une association qui s'appelle Sans Dessus Dessous sur Toulouse, qui veut que la culture et le cinéma soient accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, qu'on a été sensibilisés à cette démarche-là. Et puisque malheureusement, pour l'instant, le monde du cinéma ne fait pas trop d'efforts dans ce sens-là, c'est au festival d'avoir cette énergie, cette motivation. Et donc sur Toulouse, on a la chance d'avoir quelques cinémas qui le font, comme par exemple le festival de ciné latino, les vidéophages, dans l'Ariège, le festival Résistance. Et donc nous, on essaye aussi un petit peu de faire ça. Et donc du coup, d'avoir une partie de la programmation qui soit accessible, et quand c'est le cas, d'avoir des échanges avec soit un réalisateur, soit une association, avec des interprètes LSF. Et après, on veut aussi que les personnes qui ne seraient peut-être pas venues pour des raisons financières ou une difficulté de vie particulière puissent venir. Donc on s'appuie sur des associations comme ALDA, Lesbiennes Réfugiées, ou le collectif Le GECO, pour permettre à des personnes qui arrivent de l'étranger et qui ont quitté leur pays par la force et qui sont en démarche pour être reconnus comme réfugiés en France, puissent venir voir des films et créer du lien social. Donc c'est ces associations-là qui nous permettent d'offrir des places, et aussi les jeunes du refuge. On donne des places au refuge. Et une autre association toulousaine qui s'appelle Fasolmi, et qui travaille avec des personnes en recherche d'emploi. Donc ça nous semble aussi important d'avoir cette démarche d'ouvrir au maximum la culture, le cinéma. Et donc voilà. Donc pour l'instant, on est dans cette réflexion-là, et on y arrive par de petites actions. Et voilà, ça renforce nos convictions d'ouverture. Merci à tout le monde. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.